la lecture du bouquin. L'Institut Karolinska en Suède a publié un document en 1958 montrant l'utilisation de ce type de plateforme avec des fœtus humains préviables. Dit-il, des groupes au Canada au début des années 60 ont expérimenté des moutons en utilisant ce système. Dès 1963, les Japonais ont fait un travail séminal sur le terrain. Quiconque vous dit qu'ils l'ont fait pour la première fois est malhonnête. Ils ne nomment pas de nom. Il n'y a pas de demande de brevet pour Eve. Ce n'est pas brevetable, dit Kemp exaspéré. Tout cela est dans le domaine public depuis 1958. Donc il est heureux de répondre aux questions, à moins qu'elles ne concernent la raison pour laquelle il a décidé de nommer son utérus artificiel d'après la première femme et la mère de l'humanité. Il ne veut pas se laisser entraîner dans des discussions sur le symbolisme de son travail. C'était juste une façon pratique de le décrire, je suppose. Kemp développe Eve depuis 2013 avec des chercheurs de l'hôpital universitaire Tohoku de Sendai au Japon. Une vidéo publiée en 2017 sur Tech Insider nous montre à quoi pourrait ressembler un incubateur qui ferait grandir le bébé en dehors du ventre de la mère avec la possibilité de communiquer à la machine grâce à des microphones. Pour lui apporter les éléments nécessaires à son développement, sur le côté de la machine, il y aurait une sorte de boîte à remplir puis à l'enclencher à l'incubateur. La promotion de cette technologie se fait notamment par la possibilité de travailler tout en voyant se développer son bébé par toutes ces étapes comme la nacelle est transparente. Source. Ce concept d'incubateur ferait grandir des bébés chez vous dans une nacelle transparente. Léon Siciliano, 4 juillet 2017. Businessinsider.com. Concept Incubator Grow Baby See-Through Pod Design Crib Students. En 2021, des scientifiques cultivent des embryons de souris dans un utérus mécanique. Des embryons de souris semblaient parfaitement normaux. Tous leurs organes se développaient comme prévu, ainsi que leurs membres et leur système circulatoire et nerveux. Leur petit cœur battait à un rythme normal de 170 battements par minute. Mais ces embryons ne poussaient pas dans une souris mère. Ils ont été développés à l'intérieur d'un utérus artificiel. La première fois qu'un tel exploit est accompli, ont rapporté mercredi des scientifiques. Les expériences menées à l'Institut des sciences Weizmann en Israël visaient à aider les scientifiques à comprendre comment les mammifères se développent et comment les mutations génétiques, les nutriments et les conditions environnementales peuvent affecter le fœtus. Mais le travail pourrait un jour soulever de profondes questions quant à savoir si d'autres animaux, même les humains, devraient ou pourraient être élevés en dehors d'un utérus vivant. Le docteur Hanna a passé 7 ans à développer un système en 2 parties qui comprend des incubateurs, des nutriments et un système de ventilation. Les embryons de souris sont placés dans des flacons en verre à l'intérieur d'incubateurs où ils flottent dans un fluide nutritif spécial. Les flacons sont attachés à une roue qui tourne lentement afin que les embryons ne se fixent pas au mur, où ils se déformeraient et mourraient. Les incubateurs sont connectés à une machine de ventilation qui fournit de l'oxygène et du dioxyde de carbone aux embryons, contrôlant la concentration de ces gaz ainsi que la pression et le débit du gaz. Au jour 11 du développement, plus de la moitié d'une grossesse de souris, le docteur Hanna et ses collègues ont examiné les embryons, uniquement la taille de pépins de pommes, et les ont comparés à ceux se développant dans l'utérus de souris vivantes. Les embryons de laboratoire étaient identiques, ont découvert les scientifiques. À ce moment-là, cependant, les embryons cultivés en laboratoire étaient devenus trop gros pour survivre sans apport sanguin. Ils avaient un placenta et 5 vitellins, mais la solution nutritive qui les nourrissait par diffusion n'était plus suffisante. Surmonter cet obstacle est le prochain objectif, a déclaré le docteur Hanna dans une interview. Il envisage d'utiliser une solution nutritive enrichie ou un apport sanguin artificiel qui se connecte au placenta des embryons. En attendant, les expériences sont au rendez-vous. La capacité de maintenir les embryons en vie et de se développer à mi-chemin de la grossesse est une mine d'or pour nous, a déclaré le docteur Hanna. L'utérus artificiel peut permettre aux chercheurs d'en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les grossesses se terminent par des fausses couches ou pourquoi les ovules fécondés ne s'implantent pas. Il ouvre une nouvelle fenêtre sur la façon dont les mutations ou délétions génétiques affectent le développement du fœtus. Les chercheurs pourront peut-être observer des cellules individuelles migrer vers leur destination finale. Un développement récent offre une autre opportunité.
Les chercheurs ont directement créé des embryons de souris à partir de fibroblastes de souris, des cellules de tissu conjonctif, en créant des embryons précoces sans commencer par un ovule fécondé. Combinez ce développement avec les travaux du docteur Hanna et maintenant vous n'avez plus besoin de souris pour étudier le développement d'embryons de souris, a déclaré le docteur Mesner. Les scientifiques pourraient être en mesure de fabriquer tous les embryons dont ils ont besoin à partir de tissus conjonctifs. Si les scientifiques pouvaient fabriquer des embryons sans féconder les ovules et étudier leur développement sans utérus, a déclaré le docteur Mesner, vous pouvez éviter la destruction d'embryons. Il ne serait pas nécessaire de féconder des œufs de souris uniquement pour les détruire au cours de l'étude. Mais le travail pourrait éventuellement s'étendre au-delà des souris. Deux autres articles publiés dans Nature, mercredi 17 mars 2021, rapportent des tentatives qui frôlent la création d'embryons humains précoces de cette manière. Bien sûr, a déclaré le docteur Mesner, la création d'embryons humains est dans des années, si elle est autorisée du tout. Pour l'instant, les scientifiques s'abstiennent généralement d'étudier les embryons humains au-delà de 14 jours de fécondation. À l'avenir, a déclaré le docteur Thésard, il n'est pas déraisonnable que nous ayons la capacité de développer un embryon humain de la fécondation à la naissance entièrement dehors de l'utérus. Bien sûr, même la suggestion de ce scénario de science-fiction en horrifiera beaucoup. Mais ce n'est que le début, sans aucune assurance que le fœtus humain pourrait jamais se développer entièrement en dehors de l'utérus, même en supposant qu'il le pourrait, a noté le docteur Thésard. Si cela est approprié, est une question pour les éthiciens, les régulateurs et la société. Source. Des scientifiques cultivent des embryons de souris dans un utérus mécanique. NewYorkTimes.com. Artificial utérus. Des scientifiques ont mis au point, avec le soutien de Pékin, un utérus artificiel contrôlé par l'intelligence artificielle. Le dispositif se présente sous la forme d'une petite poche en plastique qui abrite un embryon. Une série de tubes y entre pour les fluides nutritifs, dont le flux est géré par l'IA. Tout se déroule comme s'il était dans le ventre de sa mère, à ceci près que l'ordinateur peut détecter les anomalies et classer les embryons en fonction de leur potentiel de développement pour en faire des bébés presque parfaits. Si l'utérus artificiel a déjà été utilisé sur des brebis aux États-Unis, c'est la première fois qu'une intelligence artificielle est aux commandes. Le procédé a été expérimenté avec succès sur des souris par une équipe de chercheurs de l'université de Suzhou. À grande échelle, il pourrait permettre de créer des fermes à bébés et dans les délires les plus fous de certains scientifiques répondre à l'effondrement de la natalité en Chine. Mais l'État chinois réserve cependant ses autorisations, d'autant que d'autres expériences controversées ont été menées récemment. Dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, écrit en 1931, les humains sont produits dans des centres d'incubation et de conditionnement. Ceux qui sont nés de façon naturelle sont appelés les sauvages. Les êtres humains sont créés en laboratoire, les fœtus y évoluent dans des flacons et sont conditionnés durant leur enfance. Les traitements que subissent les embryons au cours de leur développement déterminent leur futur goût, aptitude, comportement, en accord avec leur future position dans la hiérarchie sociale. Ainsi, les embryons des castes inférieures reçoivent une dose d'alcool qui entrave leur développement, les réduisant à la taille d'avortons, et sont traumatisés par tout ce qui concerne la nature et les fleurs. La nature ou les fleurs. Cette technique permet de résoudre les problèmes liés au marché du travail en produisant un nombre précis de personnes pour chaque fonction de la société, nombre déterminé par le service de prédestination. Les membres des castes inférieures, delta et epsilon, sont produits en série comme les forts de T, à un procédé de division cellulaire au stade qui suit la fécondation in vitro d'un ovule, le procédé Bokanovski. Ainsi, un atelier d'usine taylorisé peut être équipé de machines identiques conduites par 24, 48 ou 96 ouvriers jumeaux absolument identiques. On parlera actuellement de clones. Une fois enfants, les jeunes humains reçoivent un enseignement hypnopédique qui les conditionne durant leur sommeil, créant une morale commune profondément ancrée dans le subconscient de chacun. Les castes supérieures apprennent ainsi à mépriser les castes inférieures tout en reconnaissant leurs nécessités. Plus précisément, la société est séparée en 5 castes. Les castes supérieures, les alphas en constituent l'élite dirigeante. Ils sont programmés pour être grands, beaux et intelligents. Ils sont vêtus de gris. Les bêtas forment une caste de travailleurs intelligents conçus pour s'occuper des fonctions assez importantes. Les castes inférieures, les gammas constituent la classe moyenne, voire populaire. Ils sont vêtus de vert. Les deltas vêtus de kaki et les epsilon vêtus de noir forment enfin les castes les plus basses. Ils sont faits pour occuper les fonctions manuelles assez simples. Ils sont programmés pour être petits et laids.
En fait, ce qu'ils font en Chine, bon, parenthèse, ben, ça me fait penser au national-socialisme, hein. Je veux dire que c'est l'eugénisme à son paroxysme, en fait, ce qui est très très grave. Chacune de ces castes est divisée en deux sous-castes, plus et moins. Chacun, en raison de son conditionnement, estime être dans une position idéale dans la société de sorte que nul n'envie une autre caste autre que la sienne, contribuant à l'objectif ultime de tout le système social, la stabilité. Bébé sur mesure, Marie de Gormont, une ancienne institutrice, est la première personne à combiner les idées sur les normes de santé et d'intelligence avec des compétitions dans les foires d'État sous la forme de concours du meilleur bébé. Elle organise le premier de ces concours, le concours de bébés scientifiques pour la foire d'État de Louisiane à Shreveport en 1908. Elle considère ces concours comme une contribution au mouvement d'efficacité sociale qui prône la normalisation de tous les aspects de la vie américaine comme moyen d'accroître l'efficacité Garmo. Garmo est secondé par le pédiatre Jacob Bodenheimer, qui l'aide à élaborer des feuilles de classement pour les concurrents, feuilles qui combinent des mesures physiques avec des mesures normalisées et de l'intelligence. Le score est basé sur un système de déduction, en ce que chaque enfant commence à 1000 points, puis accumule des points lorsqu'il obtient des mesures en dessous d'une moyenne déterminée. L'enfant avec le plus de points et le moins d'erreurs est l'idéal. Le thème de la normalisation par le jugement scientifique est un sujet très grave aux yeux de la communauté scientifique, mais qui a souvent été minimisé comme simple effet de mode ou tendance populaire. Néanmoins, beaucoup de temps, d'efforts et d'argent ont été investis dans ces concours et leur soutien scientifique qui pouvaient influencer les idées culturelles ainsi que les pratiques des collectivités locales et de l'État. Apparu en 1920 à la Kansas Free Fair, les Fitter Family Competitions se perpétuent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mary T. Watts et Florence Brown Sherborne, les deux initiatrices des concours des meilleurs bébés dans l'Iowa, reprennent l'idée d'eugénisme positif pour les bébés et les combinent avec un concept déterministe de la biologie pour organiser les Fitter Family Competitions. Source: Fitter Family Contest, Eugenics Archive, Web, 2 mars 2010. Il existe plusieurs catégories selon lesquelles les familles sont jugées. Importance de la famille, attrait général et santé de la famille, tout élément qui contribue à déterminer la probabilité d'avoir des enfants en bonne santé. Ces compétitions sont tout simplement une continuation des concours du meilleur bébé qui mettent en valeur certaines qualités physiques et mentales. On croit à l'époque que certaines qualités comportementales sont héritées des parents. Cela conduit à l'ajout de plusieurs critères dont la générosité, l'abnégation et la qualité des liens familiaux. Par ailleurs, quelques aspects négatifs sont jugés: l'égoïsme, la jalousie, la méfiance, la susceptibilité et la cruauté. La débilité mentale, l'alcoolisme et la paralysie sont quelques-unes des autres caractéristiques incluses comme traits physiques devant être pris en compte en examinant la lignée familiale. Médecins et spécialistes de la communauté offrent leur temps pour juger ces concours, à l'origine parrainés par la Croix-Rouge. Source: Stephen Seldon, Transforming Better Babies into Fitter Families, Archival Resources, and the History of the American Eugenics Movement, 1908 à 1930, volume numéro 149. American Philosophical Society, 2005, page 199, page 225. Chapitre 2. Les gagnants de ces compétitions reçoivent une médaille de bronze ainsi que des coupes de champions appelées médailles Capper. Les coupes sont nommées d'après le gouverneur et sénateur de l'époque Arthur Capper, et il les remet aux individus de rang A. Les avantages qu'entraîne la participation au concours sont que les compétitions fournissent un moyen que les familles d'obtenir un bilan de santé gratuit par un médecin ainsi qu'un peu de la fierté et du prestige qu'implique le fait de gagner des compétitions. En 1925, l'Eugenics Record Office distribue des formulaires normalisés pour juger les familles eugéniquement aptes, formulaires utilisés lors de concours dans plusieurs États américains. Source: Bender, Daniel E. American Abyss, Savagery and Civilization in the Age of Industry, Ithaca, New York, Cornell University Press, 2009, page 207.
Usine à enfants, entre 1935 et 1945, les nazis ont tout mis en œuvre pour créer une race aryenne qu'ils considéraient comme une race pure et supérieure. Ce projet était monstrueux tant par son objectif que les moyens qui ont été mis en place pour l'obtenir. En effet, un ensemble de centres ont été conçus afin de permettre la reproduction d'une race blanche, blonde aux yeux bleus. Cette organisation se nomme le Lebensborn. Le Lebensborn, littéralement la fontaine de vie, est un ensemble de foyers, de maternités et de crèches qui ont été créés dans le cadre d'une sélection raciale. Ce programme a vu le jour le 12 décembre 1935 sous l'égide de Heinrich Himmler. Avant la Seconde Guerre mondiale, une dizaine de centres ont été créés en Allemagne où sont nés plus de 8000 enfants. Puis deux établissements ont été créés en Autriche avant qu'une dizaine de centres soient ouverts en Norvège où la race nordique fascinait les nazis. D'autres centres verront le jour, trois centres en Pologne, deux centres au Danemark, un centre aux Pays-Bas, un centre en Belgique, voire section la maternité des Ardennes, ci-après un centre au Luxembourg, situé à Beaufort-d'Ange, section de la commune de Lawrence-Weiler, un centre en France de février à août 1944, Boïs-Laris, à l'Armoleille, commune du département de l'Oise, entre 9 000 et 12 000 enfants seraient nés dans ces centres. Les femmes dites de race aryenne des pays occupés étaient amenées à procréer avec des Aryens pure souche, notamment les SS, pour se revendiquer de cette élite raciale. Les soldats et officiers devaient prouver la pureté de leur origine depuis au moins 1750. À très bientôt pour une prochaine vidéo.